Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau format que nous allons inaugurer aujourd'hui à destination donc de nos abonnés. Pour rappel un peu du contexte et du format, on vous avait proposé le mois dernier de poser toutes vos questions au sujet de nos projets, les forêts, notre gestion sylvicole, nos engagements. Et nous avons sélectionné quelques questions auxquelles nous allons répondre dans ce webinaire. Moi je suis Léa, je suis chargée de la relation client, vous avez peut-être déjà été en contact avec moi par mail ou par chat. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Louise et de Gauthier. Est-ce que déjà je peux vous laisser vous présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour Léa. Merci beaucoup de nous accueillir. Donc, je m'appelle Gauthier et moi, mes missions, ça va être de développer des nouveaux projets pour Écoterie en France et en Europe, des projets forestiers et biodiversité. Bonjour tout le monde et bonjour Léa. Donc moi je m'appelle Louise et je travaille dans l'équipe forêt chez Écoterie. Donc je suis responsable des projets de biodiversité. Donc mes missions ça passe notamment par la réalisation de certains inventaires sur nos forêts ou sur des zones humides qu'on peut avoir pour derrière faire des recommandations sur la gestion qu'on met en place et les potentiels travaux de restauration qu'on va pouvoir réaliser sur ces sites-là. Et au-delà de ça, c'est aussi de la coordination sur place avec certaines structures associatives pour mener à bien les différents projets. Super, merci beaucoup. On va commencer tout de suite avec la première question, qui est une question de Guénolé, j'espère que je prononce bien son prénom, qui nous a demandé, en fait on parle souvent du Paulownia, qui est un arbre avec un très fort pouvoir de séquestration du CO2, et un peu voilà, quel est notre avis sur la question, est-ce que chez Écoterie on a prévu d'en planter ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du Paulownia ces derniers temps. Il peut être perçu un peu comme la poule aux œufs d'or au niveau du carbone, c'est vrai. Néanmoins, il y a encore beaucoup de questions qui subsistent sur cette essence d'arbre. Aujourd'hui, nous travaillons sur le sujet. Une étude est en cours pour essayer de connaître ses avantages et ses inconvénients, les bénéfices et co-bénéfices qu'il peut apporter à son environnement, etc. Voilà. Pour l'instant, c'est un sujet nouveau, c'est une essence nouvelle pour nous Européens. Donc, sujet très intéressant et à appréhender, on va dire, pour l'instant avec des pincettes, le temps que l'étude puisse donner ses premières conclusions. Oui, et juste pour rebondir sur la notion de co-bénéfice, effectivement le carbone est un des co-bénéfices du coup liés à la forêt, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ce prisme carbone à prendre en compte, et il y a bien sûr l'aspect biodiversité à prendre en compte sur le Paulownia également. Donc sur les études qu'on regarde et sur tout ce qui peut ressortir sur ce sujet-là, ce qui est aussi important, c'est de pas seulement avoir que ce prisme-là, et de vraiment voir les enjeux globaux et donc tous les autres co-bénéfices qui sont liés à cette espèce. Alors, on a une question de Christopher au Danemark qui a remarqué qu'on avait dû décaler des plantations et décaler des projets. Et en fait, il se demandait comment ça arrive, pourquoi. Oui, alors peut-être en ce qui me concerne pour la partie forestière, on a déjà plusieurs raisons qui peuvent amener à ce genre de décision. La première d'entre elles va être la météo, parce que comme vous pouvez l'imaginer, on est très dépendant de la météo et typiquement en ce qui nous concerne cette année, on a eu beaucoup d'eau. Ce qui fait que tout simplement les sols sont détrempés et les machines ont du mal à accéder au terrain, et au-delà de ça, les plantations du coup seraient de mauvaise qualité si elles sont effectuées dans ces conditions. Donc nous sommes amenés à repousser ces plantations afin d'attendre une meilleure météo. Une autre des raisons qui peut être mise en avant, ça va être tout ce qui va être approvisionnement des plants, et trouver ces plants, les avoir dans de bonnes conditions, les avoir dans les bons délais, ça aussi peut mener à des retards dans les plantations forestières en tout cas. L'idée, si on parle de ce problème d'approvisionnement, c'est de faire toujours au plus proche des projets avec des prestataires donc les plus locaux possibles, et souvent on a des projets qui sont d'une certaine envergure et qui ne sont pas forcément très courants. Et donc on peut avoir des délais un peu plus importants pour obtenir le nombre de plants que nous souhaitons avec la diversité qu'on essaye d'avoir dans nos forêts. Donc c'est des challenges aussi pour nos prestataires locaux de pouvoir répondre à nos demandes qui peuvent être, c'est vrai, un peu hors du commun ou du moins hors norme.
Et peut-être pour repréciser sur l'aspect biodiversité, dans les travaux de génie écologique, on est aussi dépendant de la météo pour le coup. Donc si on prend par exemple des travaux de restauration de zones humides, il nous est arrivé de décaler parce qu'il y a eu cette année, par exemple, il y a des travaux qui devaient avoir lieu en septembre, qui n'ont toujours pas eu lieu parce que les sols sont trop engorgés en fait, et ils sont pas suffisamment portants pour pouvoir y aller avec certaines machines, et ça a généré trop justement de dégâts sur le milieu. Donc en fait, l'objectif c'est d'attendre, de voir l'évolution de la météo, et peut-être que finalement on devra reporter à l'année prochaine parce qu'il y a aussi quand même une notion de saisonnalité en biodiversité. On doit respecter le cycle biologique des espèces pour pouvoir mener à bien ces travaux. Donc une fois que cette fenêtre sera passée, on sera plus à même de pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc peut-être que ce sera reporté à l'année prochaine en fonction des conditions météo dans les semaines ou le mois à venir en tout cas. D'accord. Ensuite, on enchaîne avec une question de Kevin qui nous demande comment sélectionnez-vous les essences que vous plantez et pourquoi pas plus d'arbres fruitiers. Alors j'imagine que c'est complexe, est-ce que tu peux un peu nous le résumer en quelques phrases? Alors en quelques phrases, et concernant encore une fois les plantations forestières, le choix des plantations, c'est nos forestiers qui s'en occupent, car ils ont la compétence d'analyser les sols grâce à des échantillons qu'ils font. Donc, grâce à un outil qu'on appelle une tarière, ils vont effectuer en fait un prélèvement de sol et ils vont pouvoir analyser tout un tas de critères différents et qui permettront en fait de déterminer d'une part la qualité du sol et d'autre part sa composition. Et donc, en fonction de ces indications-là, on sait quelle essence va s'adapter le mieux sur ce qu'on va appeler du coup une station forestière, sur un type de sol précis. Donc c'est comme ça qu'on choisit les essences qu'on met en terre. Il y a aussi une étude qu'on appelle une étude complémentaire qui est la pédoclimatique, donc faire en sorte que les essences aussi soient adaptées aujourd'hui sur le terrain aussi bien que dans quelques décennies et si possible plusieurs centaines d'années. Et complètement. Alors pourquoi pas plus d'arbres fruitiers? Tout simplement parce que l'idée d'un peuplement forestier, ça va être la production de bois d'œuvre. Et la question des arbres fruitiers, elle va pouvoir apporter énormément de co-bénéfices justement au sein de la plantation, mais dans une proportion moins élevée qui en fait ne permettent d'allier la production de bois avec la préservation et le développement de la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on en plante en minorité dans les plantations forestières et peut-être plus souvent dans des projets de biodiversité. Peut-être que Louise, tu veux en parler un petit peu. Oui, pour le coup, c'est vrai que dans les plantations forestières, on plante pas beaucoup justement les arbres fruitiers. C'est plus sur les zones en lisière, je dirais, où il y a peut-être plus un intérêt d'un point de vue biodiversité de les avoir. Mais c'est vrai que c'est plus sur des projets purement d'agroforesterie en fait finalement qu'on va avoir des arbres fruitiers quand on va mettre en place par exemple des vergers sauvages ou la mise en place de haies. Là pour le coup c'est plus dans ce cadre-là qu'on va planter des arbres fruitiers. Je rebondis, tu parles d'agroforesterie. On avait une question de Johan aux Pays-Bas justement qui nous demandait si on avait des projets d'agroforesterie ou alors voilà, quel était notre avis sur la question. Alors oui, avec Écoterie, on soutient aujourd'hui différents projets. On en a soutenu une dizaine en France. On en a en ce moment un au UK et un autre au Royaume-Uni et un autre au Danemark. Et aujourd'hui, nous en recherchons d'autres. Nous voulons en financer d'autres en Allemagne. Donc c'est une thématique que nous connaissons et qui bien sûr nous motive de par l'impact qu'elle peut avoir d'une part sur les exploitations et d'autre part au point de vue biodiversité, parce qu'on sait bien que aujourd'hui il y a un réel défi. Tu parlais de haies tout à l'heure. Il y a tout un défi autour de la replantation de ces haies, de aussi on va dire l'amélioration des pratiques agricoles avec peut-être d'autres utilisations des sols et qui peuvent s'avérer complémentaires et du coup bénéfiques et pour l'exploitant et pour l'écosystème.
Mais pour résumer, pour nos clients particuliers, donc on est intermédiaire entre des faiseurs de projets et des gens qui souhaitent le financer, ces projets d'agroforesterie. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir proposer pour les particuliers de planter des arbres dans des projets d'agroforesterie. Oui, tout à fait. Alors, pour préciser un peu, en effet, comment ça marche, aujourd'hui, on répond à des demandes de nos clients qui sont souvent du milieu du coup agro ou du moins autour de l'alimentation, qui ont ces questions, ces problématiques, et du coup, on va leur proposer en fait de financer ce genre de projet, mais ce n'est pas quelque chose qu'Écoterie fait sur son foncier, car nous sommes propriétaires de forêts, et donc dans ces cas-là, nous trouvons des partenaires agriculteurs qui souhaitent développer ce genre de projet et chez qui on apporte du financement pour mettre en place ces projets, tout simplement. Oui. Une question de Brigitte qui va être pour Louise et qui se pose la question du lierre qui va poser sur des grands arbres. En fait, est-ce qu'il faut l'enlever? Parce qu'en fait, elle a l'impression au bout de plusieurs années que l'arbre est comme étouffé. Alors le lierre, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Alors c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, enfin qu'on entend souvent en tout cas, cette idée que le lierre est un peu comme un parasite au niveau des arbres. Alors pas du tout. Le lierre, c'est une structure épiphytique, donc qui repose en fait sur le tronc et qui va avoir beaucoup de co-bénéfices, que ce soit pour les micro-organismes qui sont présents justement sous le lierre, pour les insectes. Et puis au-delà de ça, le lierre, c'est une ressource alimentaire pour les pollinisateurs, pas seulement les abeilles, les pollinisateurs aussi sauvages, pas seulement donc les abeilles domestiques, mais en arrière-saison, donc plutôt en septembre-octobre, quand il y a moins de ressources alimentaires pour le coup, pour ces espèces-là. Donc non, le lierre est très utile et il y a un article de blog qui a été écrit sur le sujet sur le site d'Écoterie. Donc on le laisse. Donc on le laisse. Si les clients voient du lierre sur leur arbre, ils le laissent. Ah oui, il faut le garder. Même nous, pour le coup, avec les gestionnaires forestiers, des arbres qui présentent du lierre, au contraire, on va avoir tendance à les conserver comme arbres à habitat, justement parce qu'il y a la présence de ce lierre. Une question de Christian qui demande, est-ce que si on plante des arbres qui ne sont pas commercialisables et commercialisés, est-ce que tous les arbres qui sont plantés dans nos forêts finissent sur notre marché aux arbres, sur le site, et les clients peuvent les acheter? Alors non. Tous les arbres que Écoterie, on va dire, gère ne sont pas vendus sur notre site. Il y a là plusieurs raisons. La première, ça va être la présence de haies, tout simplement, au sein de notre foncier, donc au sein des propriétés Écoterie. Il y a déjà des haies existantes, il y a des bocteaux à certains endroits, d'arbres, oui, des petites forêts. Des petites forêts qui sont là, déjà existantes et qui ont en fait un intérêt au point de vue de la biodiversité et moins en termes de valeur commerciale, moins en termes de valeur de bois du coup. Et donc tous ces arbres-là, en fait, on les maintient parce qu'ils participent à, on va dire, la diversité dans l'écosystème. Il participe du coup bien sûr à la préservation de la biodiversité de l'écosystème. Le but de ces arbres-là, va être d'aider les jeunes plantations qu'il peut y avoir aux alentours. Donc pour nous c'est des alliés, mais qu'on garde pour nous. Alors une question qui peut-être rejoint un peu la précédente de Frédéric au Danemark. Pourquoi est-ce qu'on coupe des arbres en fait? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de couper la grande majorité de nos massifs? Donc pourquoi on coupe des arbres aujourd'hui dans nos forêts? La première raison, ça va être pour le produit bois, pour ce qu'il apporte aujourd'hui dans l'économie certes, mais dans la vie de tous les jours. Donc une toiture, des meubles, une source de chauffage aussi. Donc ça va être la première raison. La deuxième, ça va être pour on va parler d'entretien, mais le terme n'est pas approprié et Louise pourra justement me corriger à ce propos-là, mais dans le but de favoriser en fait la croissance des jeunes arbres. On a intérêt à couper les vieux arbres afin de laisser la lumière passer au sol et que la régénération naturelle puisse pousser et elle, à son tour, devenir de grands et beaux arbres qui, à leur tour, pourront être transformés en produits bois et nous servir dans la vie de tous les jours. Donc en fait, c'est le cycle naturel de la forêt qu'on accompagne et qu'on accélère un peu dans un sens plutôt que d'attendre que l'arbre tombe
d'une mort naturelle, on le prélève, on utilise le bois et ça permet aux plus jeunes de pousser et comme ça le cycle continue. Exactement, exactement. L'idée, c'est d'aider la forêt dans ce cycle en effet, en l'accélérant par la coupe des vieux bois, oui. Oui, alors on ne veut pas non plus couper tous les vieux bois, hein, quand même, je précise, mais en fait, c'est vrai qu'on parle, là encore, on prend un prisme, donc qui est la coupe du bois et la valorisation de ce produit brut. Mais en fait, quand on parle de gestion sylvicole, en tout cas, la gestion sylvicole vers laquelle on veut tendre, c'est vraiment de prendre en compte toutes les multifonctionnalités de la forêt. Donc ça veut dire, il y a certes la valeur du bois, il y a aussi, donc tout à l'heure on parlait du carbone, il y a l'aspect biodiversité, il y a l'aspect récréatif, loisir, il y a plein de choses en fait autour de la forêt à prendre en compte. Et nous, dans le cadre de la gestion sylvicole, on essaie de tendre vers de la sylviculture mixte à couvert continu. Donc ça veut dire justement aller faire on va faire des prélèvements, mais on va pas effectuer des grosses coupes en fait à l'échelle du massif forestier. Ça va être vraiment d'essayer. Souvent, on parle d'approche dite proche de la nature pour essayer justement de tendre vers ce cycle naturel. Mais quand on dit qu'on retire du bois, ça ne veut pas dire qu'on laisse pas du bois mort, par exemple. Parce que pour le coup, le bois mort, il a plein d'autres co-bénéfices au sein du massif forestier. Donc c'est vraiment juste une question d'équilibre entre le fait de vouloir exploiter la forêt pour nous, en tant qu'êtres humains, on en a besoin pour certaines choses, et le fait justement d'arriver à laisser la forêt tranquille sur certains aspects. Tu peux garder le micro, Louise, je pense que la prochaine question est pour toi. Une question de Nicolas qui se demande si la lutte contre le frelon asiatique va faire partie de projets de biodiversité qu'on pourrait mener. Alors, c'est pas un projet. On n'a pas un projet spécifique au frelon asiatique. Ça ne veut pas dire qu'on le prend pas en compte. On a déjà fait, par exemple, des relevés sur les pollinisateurs, en général, il y a 2 ans de ça sur un massif, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait le frelon asiatique qui était présent. À ce moment-là, on en discute avec l'apiculteur sur les ruchers qui sont en place, voir si effectivement le frelon qui est présent sur le site, ça pose un problème. On essaie de réfléchir ensemble à comment on peut l'aider. Mais pour le coup, sur la lutte sur le frelon asiatique, on ne va pas développer un projet bien spécifique au frelon, même si on le prend bien sûr en compte quand il est présent. D'accord. Alors, une nouvelle question de Christian qu'on avait posé 2. Est-il possible de prédire l'avenir et l'état de nos forêts à l'horizon de 2050 ? Alors non, non, nous ne sommes malheureusement pas capables de prédire l'avenir. Néanmoins, aujourd'hui, on s'appuie sur pas mal d'outils dont on a parlé un peu plus tôt, à propos notamment des études climatiques. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'éléments pour savoir dans quel environnement nos arbres vont pousser dans 20, 30, 50 ans. Donc, on a une idée. On a beaucoup d'éléments qui permettent de consolider cette idée, mais tout peut arriver. Donc malheureusement, on n'est pas sûr, disons, de l'état de santé de nos forêts en 2050, car comme on le sait, beaucoup de choses peuvent arriver d'ici là, bien sûr. On met tout en place pour se protéger, le fait d'avoir différentes essences contre les maladies, les ravageurs, le changement climatique, etc. Mais bon, après, il y a des facteurs, en effet, qu'on ne maîtrise pas. Voilà, et extérieurs qu'on ne maîtrise pas, oui. Oui, juste pour ajouter là-dessus, effectivement, on maîtrise pas, mais on essaye en tout cas de s'y préparer au mieux. C'est pour ça aussi que on parle de diversité d'essences, c'est pour arriver à avoir un massif le plus résilient possible justement face à ça. Et au-delà de ça, on se documente beaucoup. Il y a énormément de recherches qui sont faites là-dessus. On a notamment même un projet de R&D sur la thématique du chêne blanc dans le sud de la France qui prend cet aspect-là en compte et qui étudie ça. Donc en fait, on essaie vraiment de s'y préparer au mieux. Après, effectivement, comme tu disais, on n'est pas demain, quoi. Alors, il y a une question d'Étienne, mais c'est moi qui vais y répondre, qui demande s'il y a un avantage fiscal à investir dans les arbres. Bon, Gauthier, peut-être que tu pourras rebondir. Et voilà, si on avait réfléchi, alors pour le moment, acheter des arbres chez Écoterie, du fait qu'on reste propriétaire du foncier et que nos clients sont seulement propriétaires de ce qu'il y a au-dessus, ça ne permet pas de pouvoir défiscaliser les arbres au même titre que si nos clients possédaient un terrain, avaient un foncier.
et aussi du fait qu'on reste une entreprise et non une association. Et donc, que ce soit pour les projets de biodiversité ou pour l'achat d'arbres, ça ne peut pas rentrer comme un don aux associations. Est-ce que tu veux... Oui, non, c'est exactement ça, tu as raison. Malheureusement, nous n'avons pas cette carotte fiscale comme argument, car, comme tu l'as dit, cette différence de propriété entre le foncier et le hors-sol, malheureusement, nous ne permet pas de faire bénéficier à nos clients de cet avantage fiscal. Et... Une dernière question de Christophe, qui se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de projets de biodiversité ou de plantation dans l'est de la France. On commence à avoir quelques forêts. On a commencé avec le syndicat, il y a eu Montplonne également, dans la Meuse. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver? Et même, au fait, au-delà de l'est de la France, en fait, est-ce qu'il y a des projets dans des nouvelles régions ou même des nouveaux pays? Donc concernant les projets dans l'Est, aujourd'hui nous sommes dépendants de nos forestiers pour sourcer des nouveaux terrains, donc trouver des nouveaux terrains. Il se trouve que notre forestier qui s'appelle Arnaud et qui travaille dans la région Est a aujourd'hui beaucoup de casquettes différentes et donc on essaye de l'aider du mieux qu'on peut et nous aurons de nouveaux projets dans l'Est. Donc ça c'est une super nouvelle, on va continuer à se développer dans cette région. Et concernant d'autres régions dans lesquelles on aurait développé de nouveaux projets, quand nous n'avons pas de forestiers sur place, nous essayons de travailler avec des forestiers ou des experts forestiers locaux qui peuvent prendre en gestion les massifs et coteries. Donc ça nous donne l'occasion d'ouvrir de nouvelles régions, de se développer dans d'autres parties de la France. Et donc ça, c'est au gré des occasions, je dirais, que nous pouvons se permettre ça. Est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles on aimerait se développer ? Oui, bien sûr. Alors, une des régions dans lesquelles on n'est pas encore présent, mais qui plairait beaucoup, je crois, à beaucoup de nos clients, ce serait dans le nord, une région en fait où la forêt n'est pas l'utilisation principale des sols, donc c'est plus difficile d'acheter du foncier et celui-ci est en effet aussi un peu plus cher en termes de coût d'acquisition. Donc voilà, nous restons aux aguets d'occasion dans cette région, mais nous souhaitons nous y développer, oui. Je confirme que Normandie et nord de la France, ça plairait. J'ai cru comprendre. Et du coup, plus sur l'aspect biodiversité, en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas un projet à proprement parler lié à la biodiversité à financer qu'on la prend pas en compte sur les différentes forêts qu'on reprend en gestion. Pour le coup, si tu parlais du syndicat tout à l'heure, c'est une forêt sur laquelle il y a une zone humide qu'on a restaurée, qu'on préserve. Et en fait, parfois, il y a aussi des forêts où, quand on la reprend en gestion, en termes de biodiversité, ce que nous dit le diagnostic, c'est ce qu'on a de mieux à faire, c'est juste la laisser tranquille. Et en fait, c'est ce qu'on fait pour le coup. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de projet à vendre de biodiversité qu'on ne la prend pas en compte sur ces terrains-là. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de projet à venir liés à la biodiversité dans l'Est, mais effectivement, ça dépend aussi, pour le coup, des acquisitions qu'on fait et des contextes vraiment liés au site. D'accord. C'était la dernière question. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots chacun sur un peu l'actualité de vos projets, sur quoi vous allez travailler les prochains mois ? Concernant la forêt et les plantations, nous arrivons dans une période de l'année qui est toujours très excitante parce que c'est la période des plantations et donc on a beaucoup de forêts qui sont en attente de plantation. On espère que la météo le permettra, ce qui n'est pas gagné pour le moment, mais voilà, croisons les doigts. Et puis nous avons de nouveaux projets identifiés qui sont en cours, on va dire, d'études. Donc voilà, très excitant aussi. Peut-être des très gros projets pour Écoterie. Donc voilà, on est très excités et très enjoués. On ne peut pas trop en dire plus, mais dès qu'on en sait plus, en tout cas, on tiendra l'équipe bien sûr au courant par les newsletters, par les réseaux sociaux, voilà. Évidemment, oui.
Et du coup, sur la partie biodiversité, en fait, on arrive au terme des inventaires, puisque les inventaires commencent en février, puis se terminent au mois de septembre. Septembre, octobre pour certains. Donc là, on est plus dans la phase de terrain qui est terminée, et donc dans la phase de traitement de données. Donc là, pour l'instant, il y a des premiers rapports que j'ai terminés, et il y a une autre phase de traitement de données pour le coup. Donc c'est plus de la cartographie et des recommandations suite à ces inventaires, parce qu'une fois qu'on a été faire les comptages, il faut savoir ce qu'on en tire de ces comptages. Et c'est un peu la partie la plus intéressante, justement, de se dire, bon, bah, OK, maintenant que j'ai vu tout ça, qu'est-ce que ça me dit sur le milieu, et puis qu'est-ce qu'on peut faire par la suite sur ce site. Donc tu vas passer plus de temps devant ton bureau qu'en programme. Mais ça, c'est la partie la moins sympa. Ouais. Ouais. C'est la vie. Écoutez, merci encore. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre aux différentes questions. Et puis voilà, merci à vous devant votre écran d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ce format vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo sur YouTube pour nous dire voilà, si ça vous a plu, vos réactions, vos suggestions peut-être pour un prochain. Et si on a des retours plutôt positifs, c'est quelque chose qu'on pourra refaire assez régulièrement. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Bah voilà.